En fait, l'aventure, elle est disponible partout et pour tout le monde. Il suffit juste, t'es seul, t'es toujours mouillé, t'es jamais debout, ta famille te manque. On n'a pas eu une seule minute de mal de mer en 47 jours, quoi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité Lilian Doza. Lilian est un aventurier entrepreneur comme il le dit si bien, papa et mari comblé. Je suis tombée un petit peu par hasard sur son compte Instagram et il m'a fallu moins d'1 minute pour trépigner d'impatience qu'il réponde à ma demande de passer sur le podcast. Dans cet épisode, Lilian nous parle de sa traversée de l'Atlantique à la rame réalisée en 47 jours. Départ des Canaries, arrivée en Martinique. Cet exploit sportif n'a cessé de m'émerveiller pendant mes échanges avec Lilian. J'espère que son aventure vous transportera autant qu'à moi. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Lilian. Bonjour Lilian et bienvenue dans le podcast Je suis une aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Comment vas-tu ? Bonjour Pauline, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais très bien, je te remercie. Dis-moi, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors Lilian, j'ai 36 ans et je suis à la fois entrepreneur et aventurier. Deux choses que je connais très très bien. Alors, parce que j'ai vu un petit peu quand même beaucoup que tu as beaucoup d'aventures et beaucoup d'aventures différentes. Quel est ton style d'aventure ? Mon style d'aventure, c'est une bonne question. C'est des aventures qui ont comme fil rouge qu'à chaque fois elles sont très différentes des unes des autres, de par la discipline dans laquelle je me lance. Et qui à chaque fois m'emmène du coup dans des territoires nouveaux, à la fois d'un point de vue sportif, mais aussi sous plein d'autres aspects. Et à chaque fois, ça va être évidemment en outdoor parce que c'est mon terrain de jeu favori, mais ça peut être aussi bien en montagne, en zone périurbaine que sur l'océan ou ailleurs. Et tu pratiques après du sport au quotidien ou c'est simplement pour tes aventures ? Alors, je bouge au quotidien. J'aime pas trop utiliser le mot sport parce que chacun derrière ce mot-là a sa propre définition. Parfois, ça va Tout être à très fait. compétitif, très stade, très tout ça. Et moi, c'est pas du tout la vision que j'en ai. Mais effectivement, je fais du vélo, je fais de l'escalade, je cours, je fais du ski, je fais du surf. Voilà, je m'amuse. Touche à tout. Voilà, j'aime beaucoup aller m'amuser à l'extérieur. Mais c'est vrai que je considère pas forcément que je fais du sport. Et c'est ça depuis que tu es petit ou on va dire que tu es devenu aventurier Euh, avec le temps ou tu es né aventurier ? Alors, non, alors je suis pas né, je crois pas. J'ai toujours, en fait, j'ai grandi dans le Massif central et j'ai grandi avec un papa qui était au club alpin français pendant très longtemps et donc qui tous les week-ends m'emmenait dans tout un tas d'activités de montagne. Donc c'est comme ça que je suis un peu tombé dans cet univers-là. Pendant mon adolescence, j'ai plutôt skié. J'ai vraiment beaucoup skié. Et aussi un peu d'escalade, un peu d'alpinisme, mais dans une moindre mesure. Et puis j'ai tout arrêté comme beaucoup quand on part faire ses études. Pour moi à Paris, j'ai tout arrêté. Et puis en fin de mon cursus scolaire, j'ai créé ma première entreprise. Et donc de nouveau, je me suis enfermé dans un tourbillon professionnel qui m'accaparait 24 heures sur 24 pendant presque 5 ans. Et quand je suis sorti de ce tourbillon, j'avais eu ma première fille, puis ma deuxième, et je me suis dit, je veux rééquilibrer un peu tout ça, et je voyais qu'il me manquait cette touche d'outdoor, et donc c'est comme ça que je suis revenu à partir de 2012. Je suis revenu à mes premiers amours d'activités de montagne et que progressivement a germé en moi l'idée de se dire tiens, et si je me lançais des défis un petit peu hors normes. Oui, ils sont complètement hors normes et j'adore ça. Et niveau pro, parce que tu m'as dit oui que tu étais entrepreneur, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, au niveau professionnel, j'ai créé en fin 2019 une société qui s'appelle Andonora et chez Andonora, on a mis au point un concept sportif de parcours, justement parcours sportif outdoor audio coaché. Donc en gros, on crée des parcours sur lesquels l'utilisateur est guidé par notre application qui va lui dire où aller, et puis surtout qui de temps en temps va lui dire stop, arrête-toi, regarde, il y a un banc sur ta droite et sur ce banc, tu vas faire des box jumps parce que pour ton objectif de progresser en vélo, c'est bien, par exemple. Putain, mais c'est top ça. Je mettrai les liens, en description, parce que je pense que ça va Ouais, intéresser, pas mal de monde. j'espère. Heu, dis J'espère bien aussi. Dis-moi Lilian, quelle est l'aventure que tu souhaites nous raconter aujourd'hui sur le podcast? S'il y en a une ou s'il y en a plusieurs peut-être d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement, j'ai vu que faut-il faire un Ouais, choix? il y en a beaucoup. Faire un choix, c'est difficile. Alors forcément, la dernière, elle est tellement récente, elle a été tellement intense qu'elle a un goût particulier, parce que c'était donc la traversée de l'Atlantique à la rame. Ouais. Qui voilà est de loin la plus extrême aventure que j'ai faite. Maintenant effectivement il y en a eu plein puisque en fait j'ai démarré en 2015 en m'inspirant du concept de micro-aventure qui est vraiment de se dire en fait l'aventure elle est disponible partout et pour tout le monde. Il suffit juste en fait c'est ce fameux sortir de sa zone de confort là qu'on utilise à toutes les Mmh. sauces. Mais juste bah voilà aller dormir sur la colline le soir après le boulot à la belle étoile, c'est une aventure en soi quand on le fait jamais. C'est ça. Donc j'ai démarré comme ça et puis en fait c'est de fil en aiguille que bah tiens on est parti un an en voyage en famille à vélo. Et puis qu'en rentrant je me suis dit tiens je veux faire quelque chose tout seul et que je me suis lancé dans la traversée de la France en triathlon. Et puis en finissant ça je me suis dit tiens le vélo c'est pas mal, je pourrais peut-être faire le tour de France à vélo. Et qu'entre temps je découvre via la magie des réseaux sociaux qu'il y a des gens qui traversent les océans à la rame et que ça me terrifie lorsque je découvre ça, moi qui ai jamais mis le pied sur un bateau quasiment, et qu'à force de suivre quelques équipages de rameurs, la peur s'est transformée en curiosité et puis en pourquoi pas moi quoi. C'est c'est Et c'est fou ça. Mais c'est l'un des défis les plus fous que j'ai pu entendre. Enfin pour moi c'est dingue. C'est complètement dingue. ouais, c'est dingue et vraiment maintenant qu'il est derrière moi ce défi, je peux vraiment dire que on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. On a beau voir des photos, écouter des récits, lire ces aventures, entre le savoir et le vivre, c'est même pas un monde, c'est un univers qui sépare les deux. Tout ce qui nous est arrivé sur le bateau, on savait que ça nous arriverait, et malgré tout, une fois que ça nous tombe dessus, enfin, c'est fois 10, fois 100, fois 1000 parfois. Ah bah, tu vis la pile puis tu es seul quoi quand même, mine de rien. T'es seul, en fait, c'est la somme de tout. T'es seul, t'es toujours mouillé, t'es jamais debout, ta famille te manque, t'es en permanence avec des irritations un peu partout, t'as bobo partout, t'as faim, t'as soif, mais l'eau elle est salée. Enfin, c'est la somme de tout ça. Chaque petit truc pris à part, finalement, ça va, c'est Mmh. tolérable. Oui, mais En fait, c'est tout c'est quand condensé. t'empiles. C'est quand t'empiles et que tu fais durer ça 47 jours Voilà, c'est que, alors j'ai plein de que... questions à te poser là, qui m'arrivent. Commençons. Quand est-ce que tu as pris le départ? Donc le départ, on l'a pris donc à deux, on était deux sur le bateau, le 22 novembre D'accord. 2020. 22 novembre et on est arrivé donc depuis les Canaries et on est arrivé en Martinique le 8 janvier. OK, finesse. Donc vous étiez 2 sur le bateau? Tu étais pas seul? Non, j'étais pas seul. Je me suis longuement posé la question quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet de le faire seul ou en équipe. Et finalement, j'ai préféré le faire en équipe pour à la fois pour le partage et aussi pour aller plus vite, hein, on va pas se mentir, Ouais. parce que bon bah à deux on va forcément plus vite que tout seul. Donc j'ai lancé une bouteille à la mer en 2017 sur Facebook en disant à ma communauté tiens je cherche quelqu'un, enfin je cherche des gens pour se lancer dans un projet d'envergure avec moi. Et assez bizarrement assez peu de doigts se sont levés. C'est étonnant, Et vraiment. c'est étonnant, hein. Et finalement, une des premières personnes à s'être manifestée, Guilhem, m'a rejoint et on a construit le projet ensemble et on a traversé. Donc à la base, vous vous connaissiez pas du tout, en fait? Non, on ne se connaissait pas au départ.
D'accord. Guilhem est le fils d'amis des parents de ma femme, donc elle le connaissait. Moi, je crois que je l'ai croisé une fois sur un mariage, mais c'est tout. OK, oui, oui, donc effectivement enfin rien de pas d'atome crochu à la base et du coup, donc ce projet, vous l'avez monté pendant combien de temps? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une grosse prépa à faire, autant logistique mais que physique aussi? Ouais, c'est une énorme préparation. Moi, j'ai toujours considéré sur ce projet que la ligne de départ, en soi, c'était déjà une ligne d'arrivée, parce que ça veut dire qu'il y a plus qu'à traverser, quoi, C'est que ça. tout Bah, est de toute façon, derrière comme nous. dans toutes les prépas. Ouais, comme dans toutes les prépas, mais là, c'est en tout, c'est 3 ans, hein, de préparation. Alors, à l'origine, C'est ça devait énorme. être Mmh mh. deux, ça devait être 2 ans, et en fait, fin 2019, 3 semaines avant le départ, Guilhem s'est blessé, et donc on a dû reporter d'1 an le départ. Donc au total, ça nous aura pris 3 ans pour traverser, mais effectivement, entre toute la logistique, de trouver un bateau, de se former, tout le sponsoring qu'il faut faire, la préparation physique, la préparation mentale, se préparer professionnellement, préparer sa famille. Bref, tu mets tout ça bout à bout, c'est monumental comme Ouais, travail. c'est un projet d'une énorme envergure, surtout, bah, que si tu es pas dans ce milieu-là à la base, on va dire. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, finalement, quand je regarde tous les gens qui partent à la rame, assez bizarrement, on se rend compte que on est tous dans le même cas. On n'est pas marin au départ. Et en Ah fait, ouais, c'est ouais, maintenant que j'ai traversé, en fait, je comprends. Je pense qu'en oui, fait, c'est ce que plus j'allais tu es dire. Tu sais marin, quoi? Voilà, je pense que tu sais qu'il étant faut pas donné le que faire. je fais beau moi, j'ai fait beaucoup de voile, je sais que je le ferai pas, tu vois? Voilà. Alors que nous, on savait pas. Non, mais voilà, je pense que c'est ça, c'est que il faut vraiment, ne pas avoir la notion du truc pour le pour pouvoir le faire et le vivre. C'est même sûr. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans justement dans ces 3 années de préparation pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus dur à mettre en place ou le plus long? Pendant la préparation, le plus dur, c'est, je dirais que le sponsoring est clairement un des sujets les plus complexes qu'on a eu à traiter. Et ensuite, c'est vraiment la durée. C'est arriver à tenir pendant ces 2, 3 ans, Mmh. de jamais lâcher, quoi. De jamais lâcher malgré le sponsor qui finalement se désiste au dernier moment, malgré le bateau qu'on n'est plus capable d'acheter et il faut en trouver un autre. Voilà, c'est vraiment la ténacité qu'il faut avoir tout au long de la préparation euh, pour aller au bout et jamais lâcher, quoi. Vous vous êtes fait accompagner sur cette préparation justement, que ce soit pour, trouver des sponsors ou pour la préparation physique, la préparation mentale? Alors, on s'est fait accompagner. En fait, au départ, on souhaitait traverser dans le cadre d'une course qui s'appelle la Talisker Atlantic Challenge, qui est une course anglaise qui se fait tous les ans depuis une petite dizaine d'années. Et en fait, l'objectif de participer à cette course, c'était justement un objectif de préparation. Pour nous, c'était pas un objectif de compétition, mais c'était de se dire, on va nous mettre sur des rails et on sera sûr de ne rien oublier dans notre préparation. Donc, on Mmh. s'est préparé avec cette course qui nous a donné pas mal de tuyaux effectivement alors plus sur la partie vie à bord d'un tel bateau, avec des séances particulières, avec des formations particulières de survie, des formations de navigation, des formations voilà, dans tous les sens. Et finalement, donc on n'est pas parti avec cette course puisque suite à la blessure de mon coéquipier, donc on a dû décaler et en fait il y avait plus de Mmh. place sur la course l'année suivante. Donc en D'accord. l'espace de quelques heures, il a fallu qu'on change complètement d'orientation en se disant bon ben on part tout seul. On part tout seul l'année prochaine, on est prêt, on y va. Et donc là, il a quand même fallu ben, remonter une équipe puisqu'il n'y avait plus la course derrière pour encadrer. Donc il a fallu bah, trouver un médecin qui pourrait nous suivre, un préparateur mental, un routeur. Et donc on a utilisé cette dernière année pour aller encore plus loin dans la Ouais, préparation sur toutes ces effectivement. dimensions. Ouais, ça c'est, oui, de t'entendre ça, je me rends compte des choses comme ça doit être énorme à tout organiser, tout préparer, que chaque personne soit là au bon moment et il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Quand vous avez pris le départ, vous aviez des peurs, des craintes ou c'était, bah, là, de toute façon, le plus dur est passé, c'était les 3 ans qui étaient, on va dire durs à préparer et Euh, maintenant tout roule? alors des peurs, on n'en avait plus le jour du départ. On n'en avait plus des appréhensions, oui, parce qu'on se
on se lance dans quelque chose. Déjà, on ne sait pas pour combien de temps on part. Une traversée océanique, ça peut être entre 30 et 90 jours. Ah oui. Donc c'est du simple au triple. Donc on sait même pas pour combien de temps on part. On part dans un environnement qu'on connaît pas, pour lequel on s'est préparé. Mais voilà, il y a tellement de points d'interrogation. Mais en même temps, il y en a un où il n'y a pas du tout de point d'interrogation. C'est sur le fait qu'on va traverser. C'est qu'on va arriver de l'autre côté, ça c'est certain. Donc c'est un mélange un peu bizarre. Moi, j'avoue que le matin du départ, j'avais plus envie de partir, quoi. J'avais plus envie de monter sur le bateau. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que tout d'un coup, tout prend une dimension. Voilà, le dernier appel en visio avec sa famille, ouais, c'est vraiment, on s'arrache à la terre, c'est Mmh. particulier. Ouais. On n'est pas dans comme je dis, l'eau, c'est pas notre élément, hein. On est tout petit dedans. Ouais, ouais, c'est pas notre élément et maintenant j'ai été très surpris de voir comment et vraiment je le dis sans ego mais on a sur la traversée on n'a jamais eu peur par exemple avec Guilhem. On s'est toujours senti parfaitement en sécurité sur notre bateau. Oui, on était au milieu de cet élément qu'on contrôle pas, qui est immense, mais assez bizarrement, on était vraiment serein sur le bateau. Je dis pas que c'était facile, hein, mais en tout cas, Mmh. il y avait pas de peur qui nous habitait pendant cette traversée. Ouais. Et concrètement, comment s'est passé toutes ces journées de traversée? Vous ramiez non-stop? C'était, en alternance? Est-ce que vous faisiez des quarts pour dormir? Ça se passait comment? Alors c'est très organisé. Donc sur un rameur océanique, on rame 2 heures et on se repose 2 heures. Donc D'accord, on rame en alternance, donc il y a toujours quelqu'un OK. qui rame, toujours quelqu'un qui se repose, et donc on tourne toutes les 2 heures, 24 heures sur 24, pendant toute la traversée. Et ça, c'est un des trucs qui est vraiment difficile, c'est d'avoir sa vie rythmée là par ce chronomètre qui toutes les 2 heures sonne et qui impose un rythme qui est assez paradoxal en fait. On est sur une discipline qui est très très lente, mais où on doit avoir une organisation millimétrée et chronométrée. En fait, on se rend pas compte, mais tu vois, quand tu changes de poste de rame, enfin de rameur toutes les 2 heures, si tu perds, disons, 5 minutes sur chaque changement, bah, tu fais ça 12 fois par jour. Bah, au bout de 50 jours, tu as vite fait de rajouter 2-3 jours de plus à ta traversée, juste parce Ah que oui? tu as perdu 5 minutes à chaque changement. Mmh. Et donc en fait, quand au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, tu as le réveil qui sonne et que tu sais que dans 3 minutes, top chrono, tu dois être habillé et dispo sur le pont pour prendre la relève, euh, ça vient encore rajouter un truc à tout le reste qui fait que ouais, c'est atroce ce rythme. Ouais, tout est millimétré. Après, je sais pas, moi, pour avoir fait pas mal de quarts, alors les quarts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement faire des, enfin, je le vulgarise vraiment, mais faire des moments où, il y en a un qui navigue et pas l'autre et c'est à tour de rôle. Moi, je sais que la nuit, alors j'avais de la chance, j'étais encore petite, je le faisais en début et après la nuit, c'était mon père ou ma belle-mère qui le faisait. Mais c'est très particulier parce qu'il faut réussir quand même à trouver le sommeil, même si c'est pas du tout le moment de dormir, il faut réussir à se reposer. Enfin, c'est vraiment un autre mode de vie et tout est calculé, tout est millimétré, Ouais, c'est et assez encore, je pense, particulier. et je pense que là encore, c'est très différent de la voile où les quarts sont plutôt de 4 heures et où en fait en 4 heures, tu as vraiment le temps de te reposer. Ah ben oui, Euh, oui, complètement. Nous, tu vois, sur un quart de 2 heures, enfin sur une pause de 2 heures, en fait, entre le moment où tu sors de ton poste de rame, où tu vas manger un morceau, tu vas te déshabiller, tu vas faire un point sur la carte, etc. Et pareil dans l'autre sens avant de reprendre ton poste, il te reste en gros 1 heure et quart. Ouais. Euh, dans la cabine, c'est gros comme un grand cercueil. Hein. Mmh. Dans la cabine, en journée, il fait entre 38 et 39 degrés, donc tu peux Oh pas là dormir, là. c'est pas possible. Tu peux dormir qu'à partir de 2 heures du matin à peu près. Et donc, en gros, au maximum, tu dors 3 fois 1 heure et quart par jour. Et donc, autant te dire que l'endormissement, bah, il se fait en un clignement d'œil. Ah ouais, ouais. Par contre, le réveil, j'ai jamais vécu des réveils comme ça. Et pourtant, j'ai 2 enfants, donc je sais ce que c'est qu'un enfant qui dort pas, quoi. Mais vraiment, quoi, c'est cauchemardesque les réveils. Et ça a été ouais, ça a été un truc compliqué, hein. Vraiment la partie réveil, pourtant on avait préparé beaucoup sur la partie prépa mentale, justement les aspects liés au sommeil. Et ce qu'on avait demandé à notre préparateur, c'était à la fois de pouvoir s'endormir facilement et Ouais. de programmer son réveil.
Et donc autant bon s'endormir facilement, on n'a jamais eu besoin. Euh, Par contre, programmer son réveil, c'est quelque chose effectivement qu'on arrivait à faire. Donc de dire par exemple, bah là je me couche et dans 43 minutes je me réveille. Et effectivement, 43 minutes après, on se réveille. Et en fait, on a dû choisir entre est-ce qu'on fait ça, donc on programme nos réveils et en fait tu les programmes en fin de cycle, mais donc tu risques de dormir seulement 45 minutes, ou Mhm. alors est-ce que tu fais une croix sur le réveil programmé, tu te réveilles au dernier moment pour maximiser ton temps de sommeil, mais tu prends le risque de te réveiller en plein milieu d'un cycle. Et c'est plutôt l'option qu'on a choisie, histoire de quand même essayer de cumuler un minimum de sommeil. Mais du coup, les réveils, enfin 9 fois sur 10, on se réveillait en plein cycle et c'était vraiment dur. Ah bah, oui, ça je me doute. Puis surtout que les jours, s'accumulent les uns derrière les autres, ça doit être enfin, ouais, à gérer, c'est pas évident. Au niveau du ravitaillement, comment vous avez fait? Parce que du coup, comme tu me disais, tu sais pas pour combien de temps exactement tu pars, donc c'était quoi? Vous aviez des vivres, Donc on avait, pour le on avait maximum de jours? 70 jours. On avait 70 jours de nourriture à bord, essentiellement sous forme de lyophilisé, Mmh. euh, et puis de bars et d'autres cochonneries très denses en calories. Et donc on avait 70 jours qu'on pouvait rationner jusqu'à 90 jours assez facilement. OK. Oui, donc c'était bon, après lyophilisé dans ces moments-là, ça te Bah sauve la vie. franchement, ouais ouais, et franchement, enfin moi j'ai connu les lyophilisés quand j'étais gamin dans les années 90-95. Non, ça a bien Euh, changé là. ah ouais, c'est franchement aujourd'hui c'est bon, il y a de la variété. Non, c'est ça, il y a surtout de la variété. Moi, je me souviens quand on partait en randonnée, c'était toujours la même chose, c'était insupportable. Non, maintenant, il y a de tout. Non, non, c'est vrai que sur ça, ils se sont bien améliorés. Sur tous ces jours, là, passés en mer, il y a eu des tempêtes, il y a eu des choses comme ça? Alors des tempêtes, non, il y a eu de la grosse mer. La plus grosse mer qu'on ait eue, c'était des creux de 8 mètres. Ah oui! Euh, Oui. ouais, ouais, donc c'est gros, c'est Ouais, impressionnant. ouais. mais, euh, mais disons que c'est pas la tempête telle qu'on la voit au cinéma, quoi. Mmh Et en mh. fait, malheureusement, c'est souvent l'image qui vient en tête quand on pense à ce genre d'aventure. Si on s'imagine les déferlantes, les murs d'eau qui viennent écraser les bateaux, etc. Bon, si on Oui. part en fin d'année, c'était une bonne raison, c'est que Mmh justement la mh. saison des ouragans est terminée, qu'il peut y avoir de la grosse mer, mais c'est quand même assez rare. Et quand elle arrive, finalement, on l'a eu quasiment tout le long. C'est assez paradoxalement, c'est les meilleures conditions parce que ça veut dire qu'il y a du vent, donc ça nous Ouais. pousse. Ça veut dire qu'il y a de la houle, donc ça nous pousse. Et donc c'est super intensif en concentration parce qu'il faut pas mettre le bateau de travers, faut pas faire n'importe quoi. Par contre, ça avance. Bah oui, Euh, c'est l'avantage. Mmh. voilà. À l'inverse, le jour, grand soleil, pas de nuages, pas de vent sur une mer d'huile, c'est un enfer en fait. Parce qu'on n'avance pas, il fait une chaleur pas C'est possible, ça. c'est très très dur. Je l'ai vécu une fois en traversée. Ça a été long, ça a été long. C'était horrible. Puis tu te vois pas avancer en plus. C'est ça, tu te vois pas avancer et une fois de plus, nous la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est qu'en fait tu ne peux jamais te reposer. Enfin, t'es jamais, il y a pas, t'as pas 1 degré de confort sur le bateau en Mmh fait. mh. Tu vois, ça paraît bête, mais on n'est jamais debout. Ouais, Essaie ça de doit être, t'imaginer, ouais, essaie de tout le temps. t'imaginer pendant 47 jours à être assis à quatre pattes ou allongé, à pas faire un Oh seul pas. punaise. C'est quelque chose, mais franchement, moi, souvent on me dit c'était quoi le truc que vous rêviez de manger, que vous rêviez de boire en arrivant. Moi, c'était juste de descendre du bateau. Descendre, me mettre debout et faire 3-4 pas, quoi. Ah Juste ça, beh, c'était un kiff revenir à énorme. l'essentiel de la vie. Ah, ouais, la bipédie, c'est la vie, quoi. Ah non, mais c'est sûr. C'était quoi le moment, ouais, c'était vraiment ça le plus dur, pour toi sur, sur tous ces moments-là? Non, vraiment, c'est difficile de trouver un truc plus dur que les autres. Parce qu'en fait, c'est vraiment, Ouais, c'est ce que tu disais au début, c'est toutes les choses c'est les le, unes avec c'est les autres. le truc de trop qui vient faire déborder Mmh la coupe. mh. Alors moi, Et souvent, ça a été ma famille. Souvent, c'est le manque de ma famille, tu vois, qui m'a fait, ouais. qui m'a fait Mmh mh. déborder. Maintenant, pas tout le temps, quoi. Des fois, c'est la vague de trop qui vient te tremper alors que ça y est, t'étais à peu près sec. Des fois, c'est la vague qui vient remplir le paquet de M&M's que tu venais d'ouvrir et que tu te régalais de manger, tu vois. Voilà, ça dépend. C'est le petit trop. Non, mais c'est je vois, la goutte de trop.
je vois bien le truc. Et justement, vous étiez donc là deux. Est-ce qu'il y a eu des moments d'accrochage, des moments où ça a été plus compliqué? Est-ce que vous avez réussi toujours à être soudés? Parce que c'est pas facile, surtout sur des moments où l'esprit peut craquer, quoi. Eh ben, écoute, ça s'est formidablement bien passé puisqu'on n'a jamais craqué. Et effectivement, donc on se connaissait pas avec Guilhem avant avant cette aventure, mais voilà, on a eu Mm. 3 ans pour monter le projet ensemble, apprendre à se connaître, et on a rapidement vu l'un comme l'autre qu'on était câblés à peu près de la même manière. Lui aussi est montagnard au départ, donc déjà on savait que sur les sujets de sécurité, de confiance, que tout ça, ça roulerait. Euh, et on avait également travaillé avec notre préparateur mental sur ces aspects de communication, de comment gérer une crise si jamais elle arrive, comment on essaie de la désamorcer avant qu'elle arrive. Mm. Euh, donc on s'était vraiment préparé longuement à tout ça, et ça a porté ses fruits puisque vraiment d'un point de vue humain, ça s'est très très bien passé. Ah, je t'avoue que c'était la chose qui m'aurait fait le plus peur, je pense, de partir comme Ouais, ça en binôme. après, je pense que le binôme, finalement, c'est la bonne configuration d'équipe. Disons que quand tu es deux, en fait, tu peux choisir de te voir ou de pas te voir. Oui. Tu peux ne jamais te voir, en fait. Parce que comme il y en a un qui rame et l'autre qui se repose, finalement, Mm, tu peux juste te croiser. Donc nous, on se forçait à aménager au moins un temps par jour où on se voyait, on pouvait échanger sur la nuit, sur ce qui s'était passé, etc. À l'inverse, si tu es sur un bateau de 4, par exemple, mm. là, Ouais. tu as vraiment intérêt à t'entendre avec ton binôme parce que tu Mm, passes ta mm. vie avec lui, quoi. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et niveau nav, vous avez, pour garder le cap, c'était évident? Il y avait, ça se passait Alors, comment? Parce que et donc en fait, on est équipé d'un pilote automatique ah voilà, comme sur OK. un voilier. Mmh mh. Après, alors ça c'est la théorie. La pratique, c'est que bah, ces équipements, ils sont prévus pour des voiliers, donc des bateaux qui vont plutôt vite. Et Ouais. que sur un bateau qui va lentement comme le nôtre, en fait, c'est des équipements que tu es obligé de changer tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Tu fais des rotations en fait sur plusieurs pilotes automatiques pour Mmh. éviter qu'ils brûlent. Donc les jours de Ah grosse oui, mer, toutes les carrément. 6 heures, tu changes. Les jours de mer calme, tu changes une fois par jour. Et tu surveilles qu'ils crament pas, quoi. Nous, on en avait 4, par exemple, des pilotes automatiques pour traverser. D'accord, OK. Parce que en fait, si ton pilote automatique casse et que t'en as plus, ben en fait, tu ne dors plus parce que tu es obligé de barrer, quoi. Et en fait, Beh, vraiment, ouais, tu ouais, ne c'est dors ça. plus jamais, quoi. C'est ça qui est Mm, qui est un peu mm. horrible. Déjà que les pilotes auto, faut toujours avoir un œil dessus pour être sûr de pas trop, sortir du cap, mais ouais, effectivement. Oui, il y a pas eu un moment où vous avez, eu du vent justement qui vous est trop dérivé ou même du courant Alors, à l'inverse, alors, du courant inverse, non, parce que pour le coup, les courants sont vraiment établis, quoi. Par contre, le vent, alors majoritairement, les alizés sont vraiment porteurs. Maintenant, on a eu des vents qui étaient mauvais. Et là, notre routeur a vraiment fait un super boulot de nous faire changer de direction par anticipation. Par exemple, nous faire partir au nord en prévision d'un vent du nord qui, justement, après nous rabattre sur d'accord. la trajectoire au sud. Maintenant, Mmh. il y a des jours où on a eu vent de face et où concrètement, bah, t'as beau ramer, tu recules. Ouais. Euh, Bah, à ce moment-là, tu déploies l'ancre marine et puis tu attends que ça passe, quoi. Oui, oui, là, ça sert à rien de se fatiguer pour rien, quoi. Non, non, là clairement ça sert à rien. Alors ça sert à rien, oui et non. En fait, pareil, ça c'est la théorie, ça sert à rien Mmh. mathématiquement de ramer parce qu'on recule. Dans la pratique, si tu dois rester 24 heures, 36 heures, 72 heures sur ton ancre, tu fais quoi sur ton bateau? Mmh Tu mh. t'enfermes dans la cabine avec ton coéquipier où il fait déjà 39 degrés et où il n'y a pas la place pour deux personnes? Ou est-ce qu'au bout de 2 heures, en fait, tu craques et tu dis Oui. bah c'est bon, je vais ramer, tant pis, même si on recule, je vais ramer. Oui, je pense qu'il y a que quand tu es sur place, tu t'es dit: «Bon, bah, allez, de toute façon». C'est la théorie et la pratique, là, pour le coup, c'est 2 choses bien différentes. Exactement. Et c'est là, en fait, tu vois, où je te disais, tout ce qui nous est arrivé, on savait que ça nous arriverait, mais quand Mmh. ça te tombe dessus, en fait, ça n'a absolument plus rien à voir. Ah ouais, c'est un autre paramètre à prendre en compte. Et s'il y avait quelque chose à refaire, si tu devais reprendre le départ, qu'est-ce que tu modifierais de cette aventure? Si je devais refaire cette aventure, Ouais. si je devais refaire cette aventure, attends, la question c'était quoi? Qu'est-ce que je ferais différemment? Ouais, qu'est-ce que tu te dis: «Beh, là, je sais pas, est-ce que tu as oublié enfin, un truc qui t'a manqué, quelque chose que tu aurais fait, oui, différemment, si c'était à refaire?» Si c'était à refaire, je voudrais être encore plus.
comment dire, connaître encore mieux mon bateau. En fait, j'ai trouvé que malgré les 3 ans de préparation, on ne connaissait pas assez bien le bateau. Il y avait des choses qui nous ont posé problème parce qu'en fait, on les utilisait pas correctement, alors qu'on aurait pu, bah voilà, les utiliser correctement dès le début. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est j'aurais passé plus de temps à justement préparer et anticiper ce manque familial Mhm. que pour le coup j'avais pas du tout anticipé. En fait, sur toutes mes aventures précédentes, ça s'était très très bien passé. J'avais pas ressenti de manque particulier. Et là, ça a été vraiment terrible, quoi. Et je m'y étais pas préparé. Ouais, c'est malheureusement des petits trucs comme ça, des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément avant. Mm. Et parce que vous aviez aucun, vous pouviez absolument pas communiquer avec vos familles, vos amis et tout ça? Si, si, alors on avait des téléphones satellites et pareil, en 2020, ça marche bien, hein, donc tous les jours, moi j'avais ma femme au téléphone. Alors je l'avais au téléphone, mais en tant que chef d'équipe euh, et que relais à terre. Finalement, sur les 47 appels qu'on a eus, on en a eu deux de mari à femme, quoi. Mhm. Tous les autres, c'était vraiment des appels plus d'équipe. Euh, donc si, si, on pouvait hein, se parler, mais je sais pas, il y avait quelque chose. Bon, je pense que l'expérience était tellement extrême et nous épuise et nous use tellement qu'en fait, voilà, tout prend des Ouais. proportions gigantesques, et ça en particulier. Bah oui, je pense que tu rentres, enfin, l'esprit il rentre vraiment dans un autre monde et tu gères pas les choses pareilles. Ouais, ouais, et tu vois, autant, pareil, quand j'ai fait le Tour de France à vélo, c'est intense, hein, parce que tu fais 250 km par jour pendant 21 jours, donc c'est intense, mais en fait, tu as toujours la possibilité à un moment de te dire, bon là j'en ai marre, je pose le vélo, je m'assois par terre, je pleure un coup, je vais m'acheter un pain au chocolat et ça ira mieux, ouais. Ouais, ouais. Euh, alors que là, en fait, Là, t'as jamais cette place. rame. Ouais, là tu l'as pas en fait. Tu dis j'en ai marre, je vais me mettre dans la cabine. Ah bah non, la cabine elle est mouillée, il fait trop chaud. Bon bah je vais ressortir. Ah bah non, je peux pas me mettre debout, il y a nulle part où m'asseoir. Enfin, voilà, t'as aucun sas de décompression. Psychologiquement, c'est fou. Et une fois que vous avez retrouvé la terre ferme, quel a été ton premier sentiment une fois que tu as mis le pied au sol? Euh, c'est une joie tellement tellement intense quoi. C'est incroyable. Bon moi Je déjà l'entends voilà. dans ta voix. Ouais, mais enfin, moi serrer mes filles, ma femme dans mes bras, se dire que ça y est, il y a plus ma montre qui va sonner toutes les 2 heures. Il y a une immense fierté d'être arrivé au bout. Euh, et malgré tout, tu réalises pas, et je pense qu'on réalise pas encore complètement l'ampleur du truc, quoi. Enfin, moi, j'ai beau regarder sur une carte du monde, je crois que j'ai encore un peu de mal à réaliser les 5000 kilomètres qu'on a parcouru, tout ce qui nous est arrivé. Je pense qu'il faudra encore quelques semaines, voire quelques mois pour tout digérer et même plus, quoi. Oui, enfin, de toute façon, je crois que quand on vit en plus l'aventure, on minimise un petit peu ce qui nous est arrivé. Parce qu'on a réussi à le faire en plus et tout ça, donc mais enfin, moi Ouais, qui ouais, t'écoute il y a et ça. qui vois ça de l'extérieur, je trouve ça fou. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi que notre cerveau, il est super bien fait et il oublie quand c'est trop dur. Il C'est oublie vrai. les choses qui Ça, ont c'est été bien vrai. et vraiment, enfin, moi je vois aujourd'hui, je réécoute des enregistrements audio que j'avais fait sur le bateau pour moi, comme un journal de bord. Il y en a, je les écoute aujourd'hui, je me dis c'est pas possible, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, et en fait, quand vraiment j'y repense, je me dis si, ça y est, ok, je revois, oui, ok, c'était comme ci, comme ça, mais même là, j'arrive pas à ressentir vraiment la difficulté dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et voilà, je crois que comme on dit, si les femmes accouchent une deuxième fois, c'est qu'elles ont oublié que la première fois c'était horrible. Mais je pense que c'est vrai. Et en fait, là, c'est pareil. C'est on oublie Ouais, à non, quel c'est point c'était difficile. On garde que le meilleur. Et heureusement que notre cerveau est heureusement, fait oui, comme je pense que heureusement pour la vie de tous les jours, heureusement. ça. Ouais. Et combien de temps, tu t'es on va dire pour récupérer de cette traversée, tu as mis longtemps? Tu as beaucoup dormi? Ça physiquement, Écoute, qu'est-ce que ça a donné? ça, c'est assez surprenant parce que j'ai l'impression que dès le lendemain, on était, alors pas opérationnel, mais Ouais. voilà, on est arrivé en début de soirée.
On s'est couché un peu tard, mais le lendemain, enfin voilà, à 10 heures, moi je me suis levé. Et puis là, la première semaine, bon bah oui, effectivement, il y a beaucoup de fatigue, mais j'en dors pas 72 heures d'affilée. Ouais, Et, ouais. euh, et puis on est rentré en métropole. Moi je suis allé voir mon médecin, on a fait un petit bilan, un peu de vitamine C, quelques compléments, et je commençais à reprendre la course à pied au bout d'un mois. Et là, tu vois, ça fait 3 mois, ça y est, je ressens plus de fatigue Ouais, ou de t'as pas eu séquelles. de coup dur à un moment ou de gros coups de fatigue? Moi, je sais que quand je fais des ultra trail, ça arrive 15 jours après où vraiment j'ai un coup de fatigue, mais terrible. Et là, t'as pas ressenti ça? Bah, la première semaine, ouais. La première semaine à l'arrivée, ouais. Alors effectivement, pas en fait, le lendemain de l'arrivée, j'étais au top de ma forme, je crois, vraiment quoi. Et en fait, comme un peu à chaque fois, c'est le temps pareil que le cerveau comprenne. Je dis ok, là c'est Mm. vraiment fini, je peux vraiment relâcher. C'est ça, je Et pense que c'est ça, ouais. c'est ça. Et effectivement, la semaine qui a suivi, très fatigué, où ouais, j'en restais debout trop longtemps, c'était fatigant. Mhm. Mais voilà, ça a duré, ouais, ça a duré une semaine. Et puis après voilà, il faut être à l'écoute de son corps. Il faut pas repartir sur 20 bornes de course à pied direct, quoi. Ouais, Ça ouais. c'est sûr. Mais voilà, j'ai repris progressivement le boulot, j'ai repris progressivement différentes activités, et euh, et puis voilà, en s'écoutant, ça c'est revenu, je trouve, assez vite. Tout comme on n'a pas du tout eu le mal de terre en arrivant. Enfin, on l'a eu, Oui, c'est ça, allez, c'est ce que je voulais te demander, ouais. Rien du tout, mais c'est bien ça. ça a bougé pendant 2-3 heures, quoi, mais c'est Ouais, tout. c'est tout. Mm, C'est tout. Mais enfin, à l'inverse, on n'a pas non plus eu le mal de mer, quoi. Et ça, je remercie le ciel encore aujourd'hui. On n'a pas eu une seule minute de mal de mer en c'est 47 vrai. jours, quoi. Ça, Pourtant, c'est. c'est pas les occasions qui manquaient, quoi. Ouais, ouais, parce que je crois que le mal de mer, c'est horrible. Ouais, ouais. Et surtout C'est, une fois de plus, sur un bateau aussi petit ben, c'est où, ça. ah, donc, je sais pas, on doit avoir une oreille interne bien faite, et du coup, dans un sens comme dans l'autre, on s'est très vite acclimaté, ouais. Et une prochaine aventure en vue? Écoute, pas pas pour le moment, parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai toujours l'idée de la prochaine aventure sur la fin de la précédente. Mhm. Et, euh, et là, bah pareil, je pense que ça a été tellement Ouais, intense il faut un temps pour. que l'esprit déjà a pas pu être créatif à aller chercher de nouvelles idées. Et après, tu vois, la traversée en tout, elle aura duré 1270 jours. Entre le jour où je me suis dit, allez, j'y vais, et la ligne d'arrivée. Ouais, c'est énorme. Ça a eu des impacts sur toutes les dimensions de ma vie, quoi, Mhm. professionnelle, familiale, amicale, tout. Ça a été un investissement en temps, en argent, enfin considérable. Donc je pense qu'il faut déjà voilà digérer tout ça pour en tirer aussi toute la matière qu'il y a à en tirer, repasser vraiment du temps en famille. Moi, j'ai mon activité voilà que j'ai lancée en 2019, justement entre ces deux, entre le faux départ et le vrai départ. Que là maintenant, ça c'est mon vrai challenge, c'est réussir ce lancement d'activité professionnelle. Donc je sais qu'il y aura d'autres aventures qui viendront. Maintenant, je sais pas si c'est dans 6 mois, dans un an. Il y en aura, c'est sûr. Maintenant, je me laisse le temps de les voir venir. Je me presse pas pour les trouver. Ce que je Oui, ça sais, c'est que reviendra quand. ça sera pas à la rame sur un océan. Voilà. Ça c'est bon, c'est fait. Allez, au suivant. Voilà, ça c'est fait. Exactement. Dis-moi, je vais te poser 2 dernières, questions que j'aime bien poser à la fin de mes épisodes. La première, c'est déjà est-ce que tu as, un ou une aventurière, alors ce que je dis en général, c'est que ça qui te font briller les yeux, que tu admires ou que tu apprécies en tout cas, leurs aventures? Euh, Écoute, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Bon, à la fois les très connus. Mike Horn, c'est quelqu'un que depuis tout petit, depuis que j'ai découvert ses premières aventures, que j'ai lu Latitude Zéro. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a été un moteur pour moi, pour justement passer à l'action sur ces différents projets.
Après, des gens moins connus, tu vois, les micro-aventures, j'y suis allé parce que j'ai découvert Alastair Humphrey, cet Anglais qui a monté ce concept que j'ai trouvé absolument Mhm. génial et qui m'a beaucoup inspiré. Tu vois, c'est des gens comme un ami Brice Bonnevielle qui a fait l'Enduroman il y a 2 ans. Euh, Tu vois, c'est le genre de Ouais. défi complètement fou. Donc c'est plus les projets et l'énergie que les gens mettent dedans qui me fait rêver et m'inspire. Il y a le côté en dehors de tout ce qu'on pouvait imaginer. Ouais. Je veux pas dire qu'une victoire à l'UTMB, ça me fait pas rêver, mais quelque part, il y a plein de gens qui le font. Voilà. Ouais, ouais. Euh, Je... voilà, c'est plus ce côté vraiment en dehors des cadres qui me séduit. Un Alex Honnold qui va partir faire des solos au Yosemite, enfin, même pas on oserait les imaginer. Voilà, ça c'est vraiment des gens qui m'inspirent. Mais je pense que, puis, enfin, comme tu dis, tu vois, une aventure, je crois que c'est la préparation de l'aventure, c'est l'aventure en elle-même, je crois. Je crois que Ah mais vraiment, c'est sûr, c'est sûr. L'aventure, elle démarre le jour où tu décides de la faire. c'est ça. Euh, Enfin, vraiment quoi. Ouais. Ben, c'est toujours ce que je dis sur moi, sur toutes mes courses. On me demande toujours comment j'arrive à toujours avoir le sourire. C'est parce que bah, là, courir, c'est pas très compliqué. C'est ce qu'il y a eu avant. Parce qu'avant, personne m'a vu pleurer comme pas possible sur les entraînements. Donc, Mhm. non, non, c'est le principe même. C'est une fois qu'on se lance sur l'objectif qu'on a, c'est d'y prendre que du plaisir, quoi, et que le plus dur soit fait avant. Et Mhm. dernière petite question, du coup, ben, un ou une aventurier que tu aimerais que je reçoive sur le podcast pour, pareil, le questionner un petit peu sur ses aventures. C'est une très bonne question. Celle-là, c'est toujours la question piège. Bah écoute, vraiment, je te dis quelqu'un comme Brice qui a fait l'enduroman. Pour le coup, tu vois, il m'en a parlé beaucoup parce que je l'ai rejoint à la toute fin. Donc j'ai eu vraiment le débrief à chaud. Mais je pense que maintenant, avec le recul, son analyse serait très intéressante de cette aventure-là. Parce que c'est vraiment le genre d'aventure où je me dis mais comment comment Ouais, c'est possible. c'est ça, tout à fait. Mais oui, ça pourrait être très intéressant. C'est c'est des aventures de fou, en fait. Je suis en train d'y penser, mais c'est des aventures de fou. Ouais, c'est Euh, de fou, mais en même temps, elles sont. Moi, ce qui me passionne dans ces aventures-là, c'est qu'en fait, une fois qu'on a dépassé c'est un truc de fou, et qu'on commence à regarder vraiment ce qu'il y a dedans, ben, en fait, on le rend possible. Mais en fait, il faut accepter de passer cette barrière-là, quoi. ouais, ouais, complètement. Complètement, complètement. Mais écoute, Lilian, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi sur cette aventure complètement folle. Je continue à te suivre sur les réseaux parce que j'adore vraiment ce que tu fais, ce que tu partages. Et c'est cool de voir des Merci. aventures pareilles, en fait. Et des aventuriers et des aventurières avec des projets aussi fous, je trouve ça top. Et même quand ils sont beaucoup moins fous, en fait, je crois qu'à partir du moment où on sort un petit peu de son train-train et que voilà. Mais rien que planter la tente à 10 km de chez soi pour regarder les étoiles, Mais ça peut oui. être déjà une belle aventure. Mais bien sûr. Et ça, il y en a partout. Et je crois que le confinement pour ça on devrait plutôt le voir comme une opportunité d'être créatif sur tout ce qu'on peut faire, plutôt que comme une contrainte, quoi. C'est fou ce qu'il y a juste devant le pas de notre porte si on regarde avec des yeux différents, quoi. Je suis complètement d'accord. Pour vivre avec un camion à 10 km de mon adresse, je peux t'assurer que non, non, c'est une aventure tous les soirs et un changement de jardin tous les soirs. En tout cas, merci beaucoup Lilian de cet échange Avec grand plaisir. et je te dis à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Parfait. Merci à toi. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite à suivre Lilian sur son compte Instagram, Belle Barbe et Kilomètres Garantis. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.